enregistrer du Marcel Pagnol, c'est retrouver évidemment les racines de chez moi, hein, du Midi et de Marseille, mais pas que, parce que la Provence est plus vaste que Marseille, mais c'est aussi me faire un plaisir d'enfant, c'est-à-dire que c'est extraordinaire quand on est petit de découvrir et d'écouter des histoires qu'on va aimer toute sa vie, et un jour d'avoir la chance soi-même de les enregistrer et d'y prêter sa voix. Par conséquent, comment vous dire, moi je passe du temps avec Pagnol, je suis un peu en famille, quoi. C'est ça qui est formidable. Lorsqu'on doit interpréter un auteur comme Marcel Pagnol, il y a à la fois un pan d'une très grande facilité et l'autre où il faut prendre beaucoup de précautions. Alors qu'est-ce qui est facile avec Marcel Pagnol? Il n'est bien sûr pas question de prendre Pagnol pour soi-même. Ce qu'il faut, c'est témoigner de Pagnol, essayer de rendre au plus près les images, l'ambiance, les sons, et aussi l'accent. Bon, alors là, ça va parce que je l'ai naturellement, je n'ai pas à le forcer. Mais c'est ça qu'il faut savoir. Avec un grand auteur, comme avec n'importe quel auteur d'ailleurs, il faut avoir cette vigilance de toujours être au service de l'histoire. Il est évident que lorsqu'on m'a offert de faire du Marcel Pagnol, je n'allais surtout pas mettre l'accent en arrière. Simplement parce que l'accent fait partie intégrante non seulement de l'ambiance, mais aussi des mots, du vocabulaire, de l'argot, pourrait-on dire, qu'emploie Marcel Pagnol, mais aussi de mots qui, au-delà de l'argot, font partie intégrante non pas du folklore, mais de la culture provençale séculaire, profonde. Et je crois qu'en fait, dans l'œuvre de Pagnol, Jean de Florette et Manon Bessours représentent vraiment quelque chose de particulier, parce que dès le départ, nous n'avons pas des personnages extrêmement sympathiques. Et le plaisir du lecteur, mais aussi de l'interprète, c'est de voir comment, au fur et à mesure, à certains endroits, certains tournants de l'histoire, certains personnages vont se révéler dans une grandeur d'âme, dans une pureté, en tout cas dans une résilience, une réconciliation avec une part plus ténébreuse d'eux-mêmes qu'on n'attendait pas. 12 heures par jour, ça ne me fait pas peur. Tu auras mon mulet, celui d'Anglade et le bardeau d'Eliassin, dit le papé. Je m'en occupe. Il faudra atteler le bardeau en tête, dit Hugolin. Il est plus petit que les deux autres. Si nous le mettons au milieu, quand le premier tirera, ça va le soulever de terre. Il va gambiller en l'air et il se fera du mauvais sang. La sourde muette leur servit un riche déjeuner dans la belle maison du papé. Attilio, excité par le vin de Jacquet, parla de son métier avec une poésie véritable. Il s'attendrit sur la fragilité des boutures, l'infinie richesse des coloris de l'œillet malmaison, la longueur des tiges du remontant de Nice. Puis, il fulmina contre l'araignée rouge, parla durement du pouls du Mexique et critiqua le directeur de la criée d'Antibes qui favorisait honteusement les Italiens. Car Attilio était né en France et son père, M. Tornaboua, était naturalisé depuis longtemps. Puis il tira de sa poche une grande liste des fournitures nécessaires. D'abord, 4000 baguettes de 60 cm. Il en faut 3 ou 4 par plante. Ça, c'est pas la peine de les acheter. Vous pouvez les faire vous-même. Ça sera mon travail, dit le papé. Après, il faudra faire les piquets et les traverses pour soutenir les paillassons. Ça aussi, nous pouvons le faire. Puis, il faudra commander les paillassons pour couvrir les fleurs la nuit. C'est fait avec des joncs de Camargue. Il t'en faut pour au moins 1000 francs. Ensuite, 50 bobines de fil de coton, l'engrais chimique, les insecticides et 2 sulfateuses. J'ai calculé qu'en tout, ça va chercher dans les 7 à 8 000 francs. Hugolin regarda le papé, craignant que l'énoncé d'une pareille somme ne le fît souffrir. Mais le vieillard dit simplement « Les sulfateuses, nous les avons. »« Alors, papé, tu es d'accord pour qu'il commande tout ça pour nous ?»« Ça sera bien gentil de sa part, parce que nous ne savons pas où ça se vend. » En enfourchant la pétaradante motocyclette, le bel Attilio déclara « Faites ce que je vous ai dit. Dans 3 mois, je reviendrai pour tracer les vaseaux et j'apporterai les boutures, toutes prêtes à repiquer. C'est monsieur Tornaboua, mon père, qui te les offre, parce que tu nous as beaucoup aidés. » Il fut assez facile de faire reculer les Pinèdes. Une équipe de bousquetiers s'en chargea, moyennant la moitié du bois abattu. Naturellement,
Il fallut les surveiller, car pour augmenter leur part de bois, ils auraient rasé les 2 coteaux jusqu'à la crête. Oui, c'est comme ça les bousquetiers. L'arrachage des oliviers vint ensuite. Ils étaient plusieurs fois centenaires, et leurs racines formaient des blocs énormes. Avec le pic, la hache et le palan, il fallut 5 semaines pour en venir à bout et combler les cratères qui avaient 3 ou 4 mètres de diamètre. Tout en faisant ce travail, Hugolin avait mauvaise conscience. Pour obtenir le pardon de ce crime, il offrit 20 petits cierges à Saint-Dominique et promit de soigner dévotement les 4 arbres qu'il avait épargnés. Il fallut ensuite combler le puits du pauvre monsieur Jean. Hugolin, qui travailla 2 longues journées à rejeter les déblais dans le trou, eut une pensée émue pour celui qui s'était donné tant de mal à les extraire. Mais il était trop passionné par son entreprise pour s'attendrir durablement. Après les labours profonds, le défonçage à la pioche lui prit 6 semaines, de l'aube à la nuit. Il quittait le champ sans pouvoir relever son buste jusqu'à ce que le papet l'eût frictionné avec de l'eau-de-vie parfumée par quelques épis de lavande. Ils commencèrent ensuite la clôture. Mais les grillages du parc aux lapins n'en fournirent pas la moitié. Il fallut en acheter, à Aubagne, pour 900 francs. Les piquets de fer et le ciment coûtèrent 780 francs qu'il paya sans hésiter. En mai, Attilio revint. Il loua le travail fait et dirigea l'installation des premiers vaseaux, qui sont d'étroites plates-bandes entourées d'un petit remblai, comme de minuscules rizières. Attilio tirait les cordeaux. Hugolin modelait le sol. Le papet, qui s'était fabriqué des genouillères avec une vieille paire de souliers et des chiffons, se traînait derrière lui et fignolait le travail avec un piochon et une truelle, tout en fredonnant une romance méconnaissable. Il disait de temps à autre « Je me régale ». Après les derniers conseils, Attilio conduisit Hugolin à Marseille. Le papet ne put cacher son inquiétude.